Donc, bienvenue à ce webinaire. Je vais laisser, on va faire un petit tour de table pour qu'on puisse se présenter, puis après on coupera la vidéo. Alors, je suis donc Chloé Loiseau, je suis chargée de marketing à l'assurance maladie de la Vendée. Et puis, je vais laisser mon collègue Dimitris se présenter. On va faire un tour de table. Bonjour, je suis Dimitri Topin, donc je suis référent e-santé pour la Vendée et au sein de la CEPAM. Donc, content d'être là parmi vous. Donc, bonjour, moi je suis Cynthia Genedo, je suis sage-femme de PMI sur les Sables d'Olonne. Bonjour, je suis Nolwenn Bertrand, technicien IJ à la Caisse primaire d'assurance maladie. Bonjour à tous, donc moi c'est Fanny Chemin, je suis gestionnaire en prestations familiales au sein de la cave de La Roche-sur-Yon à l'accueil. Voilà, donc bienvenue. Je coupe la caméra et puis on se remettra bien sûr sur la caméra en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Voilà, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va vous parler un petit peu de la sécurité sociale. Alors, Fanny, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce que fait la sécurité sociale et la CAF notamment? Donc, la CAF et la CEPAM font partie de la sécurité sociale. Alors, la CAF, elle gère la branche famille, c'est ça? C'est ça, donc nous effectivement la CAF, on va intervenir vraiment auprès des familles en assurant vraiment deux grandes missions. La première mission, ça va être le versement des prestations légales, donc tout ce qui est allocation familiale, aide au logement, prime d'activité. Et ainsi que les aides sociales. Il y a également un service social auprès de la CAF. Et notre deuxième grande mission, c'est qu'on va soutenir différents partenaires, notamment par exemple les crèches. La CAF en fait aide à la subvention des crèches et les lieux d'accueil par exemple pour enfants. OK. De côté de l'assurance maladie, nous vous accompagnons dans le suivi de votre grossesse. La CPAM, donc Caisse primaire d'assurance maladie, prend en charge les actes de prévention et de soins liés à votre suivi de grossesse. La CPAM verse des indemnités journalières aux assurés pour compenser la perte de salaire lors de la maladie ou du congé maternité et du congé paternité. Je vais maintenant vous présenter le sommaire. Donc, on va faire une partie sur tout ce qui se passe pendant la grossesse, à la fois en termes de santé et puis de démarche. On parlera après de ce qui se passe à la naissance du bébé ou des bébés. Et puis, on parlera de tous les outils et les sites qui peuvent vous servir. Une fois qu'on aura parlé de tout ça, ce qui devrait durer un gros trois quarts d'heure, une petite heure, on va dire, on se laissera un petit temps pour répondre à vos questions en fonction de ce que vous aurez posé dans le petit onglet questions-réponses. Je passe maintenant la parole à Cynthia qui va vous parler un petit peu du suivi médical pendant la grossesse. Oui, donc bonsoir à tous. Donc je vous projette la carte des sages-femmes PMI de Vendée. Donc moi, je travaille au conseil départemental de la Vendée. Nous sommes 8 sages-femmes. Notre travail consiste à accompagner les femmes enceintes dans leur démarche, répondre à leurs questions et inquiétudes autour de l'arrivée de leur bébé. Et nous avons un panel de partenaires pour orienter les femmes en cas de besoin. On travaille toujours en proximité avec le professionnel qui suit votre grossesse, que ce soit l'hôpital, la sage-femme libérale, le médecin traitant, le gynécologue. Nous réalisons des consultations de grossesse si besoin et nous réalisons les entretiens prénataux précoces et les entretiens postnataux précoces. Donc, je vais approfondir plus tard. Alors, le suivi médical de la grossesse, il est désormais possible de désigner une sage-femme référente qui vous suivra tout au long de votre grossesse. La sage-femme devient un interlocuteur privilégié avec une relation de confiance qui renforce la coordination des soins et permet un suivi continu. Ses principales missions sont les suivantes: informer la patiente sur les rendez-vous prévus au cours de la grossesse et lors du suivi médical du nourrisson, réaliser la majorité des rendez-vous de suivi de grossesse et du suivi postnatal ou s'assurer auprès de la patiente qu'ils sont effectués, assurer un rôle de prévention en donnant notamment des conseils sur l'alimentation et l'hygiène de vie, faire le lien avec la maternité et le médecin traitant et veiller à ce que la patiente ait bien un suivi à domicile programmé à la sortie de maternité. Informer les patientes de leurs droits et de leurs démarches administratives. Et le suivi médical de la grossesse alors? Alors, le suivi médical de la grossesse, c'est déjà
7 examens prénataux obligatoires. Chaque examen permet de vérifier que la santé de la mère et du développement du fœtus sont satisfaisants. Il peut être fait par plusieurs professionnels, une sage-femme, un médecin ou un gynécologue. Il est pris en charge à 100% et le premier examen de grossesse doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième mois, tandis que le dernier sera effectué au cours du dernier mois de grossesse. Voilà, un petit nota bene sur le fait que les dépassements d'honoraires resteront à votre charge. Donc voilà, soyez attentifs à cela au cas où votre professionnel de santé euh, pratique des dépassements d'honoraires. Parlons maintenant de l'entretien prénatal précoce. Voilà, donc je vous parlais de, j'ai pas été très loin tout à l'heure sur les sages-femmes de PMI. Souvent, on nous oriente les patientes dans un deuxième temps et on pratique l'entretien prénatal précoce, votre professionnel de ville également. Sachez que vous pouvez contacter spontanément une sage-femme de PMI en contactant les maisons départementales des solidarités et de la famille à proximité de votre lieu de vie. Hein, il suffit de taper sur Internet MDSF, Maison départementale des solidarités et de la famille, et de contacter le secrétariat. Alors, l'entretien prénatal précoce, c'est un bilan, un entretien qui est obligatoire depuis le 1er mai 2020. La grossesse et l'arrivée de votre bébé entraînent de nombreux changements et avec eux des questions, des doutes. Il est alors important de pouvoir les exprimer et trouver des possibilités d'accompagnement si cela est nécessaire. L'entretien prénatal précoce, il est fait pour ça. Il fait désormais partie des rendez-vous obligatoires de votre suivi de grossesse depuis le 1er mai 2020 et il est pris en charge à 100%. L'entretien prénatal précoce est un entretien individuel ou en couple. Euh, il peut se faire avec une sage-femme, avec un médecin en libéral ou en PMI. C'est un temps d'échange et d'écoute pour faire le point sur votre projet de naissance pendant lequel vous pouvez exprimer vos questions, vos difficultés éventuelles, qu'elles soient médicales, sociales ou psychologiques, et vos besoins en termes d'accompagnement pendant votre grossesse et après l'accouchement. Cet entretien, il est plus long qu'une consultation classique. Il dure environ 45 minutes à 1 heure et le conjoint est bien sûr convié. Ne pas hésiter à aborder toutes les questions qui préoccupent l'arrivée de votre bébé. Il est souhaitable de préparer cet entretien en amont, seul ou à deux, pour ne rien oublier avec le professionnel de santé qui réalise l'entretien prénatal précoce. Il peut déboucher, si le besoin s'en fait sentir, sur un accompagnement spécifique. Il est pris en charge, donc là on l'a déjà dit, à 100%. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question? Comment je vis ma grossesse? Comment je me sens dans mon corps, psychologiquement, dans ma vie, au travail? Quelles sont mes inquiétudes par rapport à cette grossesse, à l'accouchement et à l'arrivée de mon enfant? Comment j'envisage la naissance, les séances de préparation à la naissance, l'accouchement, le choix de la maternité? Comment préparer l'arrivée de mon bébé? Quel mode d'alimentation j'ai envie de choisir, etc. Dans la même veine, il y a également le bilan prénatal de prévention. Voilà, le bilan prénatal de prévention, il est peu connu, pourtant il est important à réaliser. Il peut être fait par une sage-femme libérale ou en PMI. Euh, c'est un moment où on va pouvoir faire le point avec vous sur l'alimentation, les comportements à risque, les addictions, l'alcool, le tabac ou les autres addictions. Il faut pouvoir en parler librement et sans tabou parce qu'il y a des aides et c'est bien notre travail de vous orienter. Les vaccinations aussi, hein, depuis quelques années maintenant, on parle beaucoup de la vaccination de la femme enceinte. Donc, on fera un focus plus tard dans le diapo. Et puis, le bilan bucco-dentaire qui est gratuit au 4e mois de grossesse. Hein, là, vous recevez un petit bon qu'il faut télécharger sur Amélie. Donc, ne pas hésiter à en parler à votre professionnel de santé si vous n'en avez pas entendu parler. Ce bilan, il peut être réalisé dès la déclaration de grossesse et si possible avant la 24e semaine d'aménorrhée. Hein. Il est pris en charge à 70% par l'assurance maladie. À noter qu'un entretien de prévention avec un pharmacien est possible pour faire le point sur l'automédication et les traitements en cours. 5 € pris en charge à 70% ou 100% à partir du premier jour du 6e mois de grossesse. Parce qu'à partir du 6e mois de grossesse, les soins maternité sont à 100%. Pris en charge à 100%. Je prends juste le relais de Cynthia pour vous parler un petit peu de la chambre de bébé parce qu'on parle de prévention. Et effectivement, c'est un vrai plaisir de décorer et d'aménager la chambre de bébé. Mais comment faire en sorte que ces aménagements ne nuisent pas à la santé et à la fois de la femme enceinte et du bébé? Alors, vous voyez la petite photo, la dame, elle a le panel de couleurs, mais ce n'est pas elle qui peint. Et effectivement, les dernières recommandations
préconise de finaliser les travaux, notamment de peinture, un mois avant l'arrivée de bébé et de ne pas peindre en étant enceinte. Donc, mesdames, vous pouvez mettre le coparent, le grand-parent, le tonton, la tata, qui vous voulez à l'œuvre pour peindre, mais évitez de le faire en étant enceinte. Et dans la mesure du possible, si c'est possible, choisissez des produits de bricolage avec des étiquettes A+ ou écolabellisées pour limiter la volatilité des produits toxiques. Bien sûr, la règle, c'est d'aérer régulièrement toutes les pièces du logement, au moins 5 minutes et les fenêtres ouvertes en grand, c'est-à-dire que le fait de juste basculer les fenêtres n'est pas suffisant. C'est des petites choses qui sont faciles à faire et qui vont à la fois vous protéger et protéger le bébé. On vous conseille aussi d'acheter des meubles de seconde main ou bien d'acheter des meubles neufs, au contraire, pas de problème si vous le souhaitez, mais de les laisser un petit peu dans le garage pendant un mois afin d'enlever tous les composés volatiles qui pourraient voilà, porter atteinte à la santé du bébé ou de la maman. Et puis, au maximum, utiliser un produit d'entretien le plus simple possible. Voilà, on revient au vinaigre blanc, à ce genre de produit. Et de limiter tous les parfums, à la fois les parfums d'ambiance, hein, tout ce qui est vaporisateur, etc., les parfums de la maman et le désodorisant. C'est des sujets qui sont assez nouveaux dans la société, mais voilà, on souhaitait vous informer. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Cynthia, sur ce petit sujet qui est un peu nouveau Oui, chez la vous. santé environnementale, c'est important. Vous avez une application qui est très bien faite hein, sur les 1000 premiers jours. Hein, vous pouvez la télécharger et vous avez tout un panel d'informations un peu plus poussé sur la santé environnementale c'est plutôt intéressant à lire et c'est effectivement des petites choses à mettre en place qui sont pas très compliquées. Cynthia, je te laisse le relais sur la préparation à la naissance. Voilà, donc le suivi médical de la grossesse, mais il y a aussi les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc c'est fait par une sage-femme. Ça peut être en individuel ou en groupe. C'est toujours pris à 100% par l'assurance, pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Le fait d'être en groupe, ça favorise aussi les échanges entre les futures mamans. C'est l'occasion de préparer le retour à domicile après l'accouchement et d'être accompagnée par une sage-femme. Chaque femme peut bénéficier d'une visite à domicile selon ses besoins. Les séances de préparation à la naissance et à la parentalité individuelles ou en groupe adaptées à chaque stade de la grossesse et aux besoins de chaque femme. Ces séances proposent des activités d'information et d'apprentissage permettant à la future mère ou au couple de développer des compétences parentales. Des objectifs spécifiques et un contenu sont proposés pour ces séances. Donc, il faut vraiment se rapprocher de votre professionnel de santé pour vraiment établir euh, l'organisation de ces 7 cours de préparation à l'accouchement. Auparavant, c'était vraiment centré sur la prise en charge de la douleur, la préparation à la naissance et la parentalité. Elle est vraiment désormais orientée vers une prise en charge plus globale et plus précoce de la femme et du couple. Son but est de favoriser leur participation active dans le projet de naissance et le développement des compétences parentales. Je voulais faire une toute petite aparté pour vous dire que c'est une compétence médicale. Donc, les préparations à l'accouchement ou à la parentalité doivent être faites par une sage-femme ou un médecin, mais bon, dans les faits, en Vendée, en tout cas, vous verrez peu de médecins faire les préparations, mais exclusivement par un professionnel de santé diplômé. Et tous les conseils que vous pouvez recevoir ne doivent absolument pas être d'un professionnel non diplômé sage-femme. Ça, c'est important. Et qu'en est-il des vaccins? Alors, la vaccination, on en parlait tout à l'heure. Le suivi médical est l'occasion pour le professionnel de vérifier, bien sûr, les vaccins recommandés avant la grossesse et bien sûr s'assurer qu'ils ont bien été faits. On sait qu'on est nombreux à pas être à jour et c'est aussi l'occasion de ramener son carnet de santé pour que ça puisse être vérifié. Concernant la vaccination pendant la grossesse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en se vaccinant, on se protège soit d'une part, mais on protège aussi son bébé. Dès le premier trimestre de la grossesse, on peut se faire vacciner contre la COVID-19. Il faut savoir qu'actuellement, les recommandations sont saisonnières. Ce n'est pas toute l'année. Il faut attendre que le professionnel de santé vous en parle. Et ensuite, vous pouvez vous rendre en pharmacie pour récupérer un vaccin. À l'automne, on pense au vaccin contre la grippe. Les femmes enceintes sont quand même moins bien immunisées et c'est important de se protéger parce qu'on fait des formes plus graves quand on est enceinte. Il est recommandé, quel que soit le stade de la grossesse, et il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Le père, comme toutes les personnes qui le souhaitent, peuvent aussi se faire vacciner pour diminuer le risque de contaminer la maman et le nourrisson. Pour chaque grossesse, et ça c'est plus récent, à partir du 2e trimestre, on propose de faire le vaccin pour la coqueluche.
Alors, c'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est vivement recommandé entre la 20e et la 36e semaine d'aménorrhée, afin de pouvoir donner vos anticorps à votre bébé, parce que le bébé, il reçoit ses premiers vaccins à 2 mois de vie, ce qui fait qu'il a 2 mois sans être vacciné. Donc, le vaccin pendant la grossesse permet aussi de protéger votre bébé pendant ces 2 mois. Il est bien évidemment recommandé à l'entourage de la femme enceinte non vaccinée, au cours des 5 dernières années. Et puis à noter que si vous avez des grossesses rapprochées, il est recommandé aussi de le faire pour chaque grossesse. Et tu voulais parler du vaccin VRS, je Tout crois. à fait. Il y a récemment, on a un nouveau vaccin qui est sorti contre la bronchiolite et qui peut être administré aux femmes enceintes. Alors ça aussi, c'est saisonnier. Sur l'hiver 2024-2025, les femmes ont pu se faire vacciner jusqu'au 31 janvier. Là, actuellement, la campagne est arrêtée. Mais voilà, sur l'hiver prochain, ça risque de repartir puisqu'on a quand même des taux de bronchiolite chez les nourrissons qui ont fortement baissé avec la vaccination de la femme enceinte, mais également, bien sûr, les anticorps administrés aux enfants en maternité. Vous aurez des informations complémentaires lors de vos séjours à la maternité. Alors, j'ai une question, j'en ai plusieurs. Donc, on va rester sur la plus récente, sur le vaccin. J'ai une question où on demande où se faire vacciner pour le Covid. On m'a dit que ça n'était plus la période en pharmacie, en cabinet Exactement. médical. En fait, nous, les professionnels de santé, c'est pour ça qu'il faut absolument en parler à la personne qui vous suit tous les mois, que ce soit votre médecin, votre sage-femme, parce que nous, on reçoit des informations de la DGOS, hein, qui est donc c'est l'État français qui nous informe des périodes de vaccination. Et il y a des moments où la femme enceinte n'est pas dans la cible des vaccins à réaliser. Donc vraiment, euh, n'allez pas spontanément, mais par contre, vous en parlez à votre professionnel qui vous suit. Sinon, on a reçu l'information au niveau de l'État français et du ministère de la Santé, on vous le dira. Ça y est, la campagne est lancée, il faut y aller. Actuellement, effectivement, il n'y a pas de recommandation en faveur de la vaccination de la femme enceinte pour la Covid-19. Question, c'était sur les séances de préparation à la naissance. Sont-elles obligatoires? Alors non, et puis beaucoup de femmes ne les font pas, surtout quand c'est plus un premier enfant. Alors moi, ce que je dis tout le temps à mes patientes, c'est que pour un premier bébé, ça me semble essentiel. Effectivement, il y a les réseaux, il y a les copines, il y a les mamans, il y a tout autour de nous pour nous donner des infos. Pour autant, pouvoir échanger avec un professionnel de santé, c'est pour moi essentiel parce que comment ça va se passer l'accouchement, qu'est-ce qu'il faut préparer, c'est qu'un professionnel de santé qui va pouvoir vous répondre en fonction de votre santé à vous, de la grossesse que vous passez. Donc pour un premier, moi je dirais, c'est jamais obligatoire, mais c'est franchement recommandé. Et pour un deuxième, troisième enfant, les femmes, elles me disent tout le temps, ben non, j'ai déjà fait pour le premier, c'est pas la peine, j'ai tout enregistré. On a des formes de préparation à l'accouchement, vous le verrez dans le diaporama, un peu différentes. J'ai des collègues qui font de l'aptonomie, j'ai des collègues qui font de la sophrologie, du yoga. En tous les cas, c'est un moment important de la grossesse pour vous, pour préparer l'arrivée de votre bébé. Et je crois qu'il ne faut pas s'en passer. Par contre, on n'est pas obligé d'en faire 7. On peut ajuster. Par exemple, là où je travaille à la maternité des Sables d'Olonne, il y a des cours de préparation proposés par l'hôpital qui se font en piscine. Et c'est plutôt chouette parce qu'on est en groupe de patientes. Et puis, bah, donc, on peut en faire 2, 3 avec l'hôpital et puis garder les 4 autres avec sa sage-femme libérale. Pourquoi pas? Moi, j'ai des patientes que j'accompagne en PMI qui en font 2 avec moi parce qu'on va creuser certains sujets et c'était leur souhait. Il faut vraiment essayer lors de l'entretien prénatal précoce, d'essayer d'établir ce qu'on a besoin pour cette grossesse-là. Un premier, c'est plus des infos pratico-pratiques et de la connaissance. Un deuxième ou un troisième, ça peut être vraiment envisagé différemment. Mais ça, c'est adapté avec votre sage-femme. Alors, on a encore deux petites questions sur la vaccination. Alors, pas plutôt pour le bébé, mais pour le papa, concernant la coqueluche. Le papa a-t-il besoin d'une ordonnance pour se faire vacciner contre la coqueluche? Je suppose que bien sûr. Oui. Tout à fait. Et la deuxième question, c'est que est-ce que c'est pris en charge? Je ne sais pas dire. Est-ce que le vaccin de la coqueluche est pris en charge pour un papa? Alors, c'est une très bonne question. Alors, moi, les sages-femmes, comme les médecins, font sans problème l'ordonnance, hein. Il suffit d'emmener le carnet de santé, parce qu'on aime bien quand même vérifier depuis quand le père n'a pas été vacciné. Donc, on fera l'ordonnance, ça, il n'y a aucun souci, et même la réalisation du vaccin. Après, pour la prise en charge du père, je ne suis pas sûre à 100%. Je préfère pas répondre parce que là, je ne sais pas. On pourra se renseigner ultérieurement. Vous devez pouvoir trouver l'information sur Amélie de toute façon. Mais effectivement, je ne sais pas répondre non. Désolée. Sur Amélie, je pense que ça doit être. Moi, De toute façon, demandez à votre professionnel de santé. J'aurais tendance à dire que oui, ça va être remboursé comme
une consultation classique et un vaccin. Pas très surprise, mais bon, effectivement, n'ayant pas le 100% sûr, je préfère que l'on vérifie. En ce qui concerne ben, justement la prise en charge, alors là, on va parler plutôt de la prise en charge de la maman et du bébé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre à jour sa carte vitale de manière systématique. Au début de la grossesse, lorsque vous faites votre déclaration de grossesse, au 6e mois et au 9e mois. Avant le 6e mois, les examens obligatoires, hein, dont a parlé Cynthia, sont pris en charge à 100% dans les limites des tarifs de base de l'assurance maladie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attention au dépassement. Les autres frais médicaux sont remboursés au tarif habituel. Donc les échographies, les 2 premières sont prises en charge à 70% et le bilan prénatal de prévention est pris en charge à 70%, comme le disait tout à l'heure Cynthia. À partir du 6e mois, 100% de vos examens ou de vos frais médicaux sont pris en charge par l'assurance maladie et vous avez également une exonération de la participation forfaitaire et des franchises. Donc c'est vraiment, vous êtes pris en charge jusqu'au bout, vous avez le droit au tiers payant. C'est le cas également pour l'accouchement. Les honoraires d'accouchement, de péridurale et les frais de séjour sont pris en charge à 100% du tarif conventionné jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Les frais médicaux de votre bébé sont également pris en charge à 100%, toujours dans la limite des tarifs de remboursement. Justement, en ce qui concerne la maternité, donc il faut vraiment en parler avec votre médecin ou votre sage-femme qui vont vous conseiller sur le choix de votre maternité. En fonction de votre situation médicale, hein, donc c'est les niveaux 1, 2 et 3, notamment par exemple s'il y a des services de néonatologie ou d'urgence, les services proposés, la proximité avec votre domicile, et puis il faut prendre rendez-vous avec un anesthésiste. Il faut savoir que les délais peuvent être compliqués, donc au plus tôt vous vous y prenez pour l'inscription à la maternité, au mieux c'est. En ce qui concerne les frais d'accouchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des frais sont pris en charge à 100% pour vous et pour le bébé, dans la limite des coûts de la sécurité sociale. Le reste, alors il faut faire attention au dépassement d'honoraires, tout ce qui va être chambre particulière, télévision, téléphone, etc. Ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. En revanche, de nombreuses mutuelles les prennent en charge. Il faut que vous envoyiez une demande de prise en charge à votre organisme complémentaire. Le bébé, lui, est également pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de remboursement jusqu'au 12e jour post-accouchement. Je laisse la parole à Nolwenn, notre experte sur le congé maternité. Donc, le congé maternité, la durée du congé maternité est précisée dans votre calendrier maternité disponible sur Amélie. Alors que lorsque vous êtes salarié, vous n'avez aucune démarche à faire. Votre employeur envoie l'attestation de salaire pour pouvoir indemniser votre ARS. Lorsque vous êtes au chômage, vous avez des documents à nous transmettre. Donc, prévoir les 12 derniers bulletins de salaire avant le début de votre inscription au Pôle emploi, enfin à France Travail, plus une attestation sur l'honneur indiquant votre dernier jour de travail. Pour les praticiens auxiliaires médicaux, vous avez un dossier à envoyer à la caisse primaire, donc une attestation sur l'honneur et un certificat médical que vous avez dans votre carnet maternité, téléchargeable sur le site Amélie. Pour le repos pathologique, un carnet spécifique est à télécharger également sur le site Amélie. Pour les travailleurs indépendants, dossier à envoyer à la CPAM, le carnet de maternité à télécharger sur Amélie. Donc, le carnet de maternité pour les praticiens auxiliaires médicaux est le même que celui des travailleurs indépendants. Pour le congé pathologique, les durées prises doivent correspondre à la durée légale, c'est-à-dire 15 ou 30 jours. L'attestation URSSAF n'est plus requise pour les praticiens auxiliaires médicaux. Alors ça, c'est les mamans et les papas ou les coparents. Donc le père, le conjoint, le partenaire PACS ou la personne vivant maritalement donc, sont concernés. Lorsque vous êtes salarié, vous n'avez aucune démarche à faire. Votre employeur nous envoie une attestation de salaire, l'acte de naissance de l'enfant et un document précisant les périodes prises, fractionnées ou non, congé paternité. Lorsque vous êtes au chômage, vous avez un dossier à envoyer à la caisse primaire,
prévoir donc les 12 derniers bulletins de salaire avant le début de votre inscription au Pôle emploi, une attestation sur l'honneur précisant votre dernier jour travaillé avant le chômage et les périodes que vous souhaitez prendre, fractionnées ou non, de congé paternité. Pour les praticiens auxiliaires médicaux, vous avez donc un dossier à envoyer à la caisse primaire, une attestation sur l'honneur et un certificat médical donc ce sont des documents que vous avez dans votre carnet maternité téléchargeable sur Amélie, et il en est de même pour les travailleurs indépendants. Donc la durée et la prise en charge du congé varient en fonction de la situation professionnelle. Par exemple, pour un salarié, la durée est de 28 jours, pour un enfant et de 35 jours pour une naissance multiple. Attention, il s'agit de jours calendaires. Les périodes incluent les week-ends et les jours fériés. Donc, le congé paternité et l'accueil de l'enfant est un droit ouvert à l'occasion de la naissance d'un enfant dans les situations suivantes. Donc, si vous êtes le père de l'enfant, quelle que soit votre situation familiale, mariage, pacte civil, union libre, divorce ou séparation, et même si vous ne vivez pas avec votre enfant ou sa maman. Si vous n'êtes pas le père, mais que vous partagez la vie de la mère, dans le cadre d'un pacte civil, de solidarité ou d'un concubinage. Alors, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de situations différentes, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec la CPAM pour étudier votre dossier, mais on va vous donner l'exemple, on va dire, le plus classique et le plus simple, qui est celui d'un salarié. Donc, le congé paternité peut être pris en totalité dès le départ, ou en 2, ou même 3 fois. La période obligatoire d'interruption de travail est de 7 jours minimum. 3 jours donc conventionnels, payés par l'employeur, et vous avez 4 jours minimum de l'assurance maladie, et jusqu'à la totalité du congé. Attention, le point de départ de cette première période est le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Vous avez votre petit schéma à droite. La deuxième et troisième période, non obligatoire, doivent respecter donc une durée minimale de 5 jours chacune, et elles doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Impossible d'avoir une première période inférieure à 4 jours, sinon il n'y a pas d'indemnité journalière, et impossible d'avoir 26 jours de congé paternité ou plus de 3 périodes. Si 23 jours ont été posés sur 3 périodes, le reste est perdu. Jumeaux, triplés ou plus, et c'est toujours 32 jours. Alors, Alors, avant de passer, effectivement, est-ce que, Dimitri, on a des questions? les réponses, je vais le reformaliser pour être sûr que tout le monde a bien compris. Devons-nous fournir un arrêt quand débute notre congé maternité? Cela se fait automatiquement. Donc, dans ce cas-là, non, c'est ça. Non, pour les salariés ou les personnes qui sont sans emploi, il n'y a aucune démarche à faire. Deuxième question sur le délai d'indemnisation du congé pathologique. J'ai cru entendre que ça dépendait du coup. Mais pour l'instant, le délai est variable en fait. Plus vite on reçoit les documents, plus vite on peut traiter le dossier. Très bien. Pour le moment, c'est bon. J'ai d'autres petites questions. Alors, les démarches à réaliser lorsque le chômage commence au cours du congé maternité sont les mêmes. Alors là, j'ai dû. Est-ce que. Ah oui, c'est une situation particulière où le chômage commence pendant le congé maternité. Ah, Congé maternité. Et de toute façon, nous, on prend la situation au début du congé maternité dans ces cas-là. Donc, ça veut dire que la personne était salariée au moment de... il me semble que c'est ce cas-là. On peut spécifier, hein, si la personne n'a pas eu la réponse, vous pouvez reformuler en. Oui, puis prendre contact aussi avec l'accueil si besoin. Hein, mais si la personne était salariée, son employeur nous enverra l'attestation de salaire. Hein. Autre question. Un papa à son compte ne bénéficie pas de congé parental? Alors là, c'est pas le cas. Alors, attention, on n'est pas sur le congé parental, on est sur le congé paternité. Très bien. Alors, sur le congé paternité, Bah, le congé paternité, si un travailleur indépendant peut avoir donc un congé paternité, il doit télécharger, sur Amélie, il y a un carnet de maternité. Donc, il y a des documents à nous fournir, à remplir et à nous fournir pour qu'on puisse étudier le montant à verser et on fera le nécessaire. Mais le congé paternité, si un travailleur indépendant a le droit à un congé paternité. Alors, d'autres questions. C'est un sujet qui demande beaucoup de questions.
Le congé paternité peut être fractionné, mais combien de fois maximum? 3 fois maximum. Hein. Une autre question, et ce sera la dernière, on va poursuivre, on va pouvoir vous répondre par la suite. Si je souhaite prendre un congé paternité dès la naissance, ne pouvant pas anticiper le jour J, est-ce que j'ai simplement à communiquer l'acte de naissance à mon employeur et lui dire que je souhaite prendre l'ensemble des jours possibles? Oui, tout à fait. Après, les dates sont... c'est au salarié d'informer à son employeur des dates du congé paternité. Après, c'est vrai que l'enfant peut naître avant ou quelques jours après. Après, c'est à l'employeur de... Pour le moment, on fera une pause, on Oui, répondra aux autres questions. Merci beaucoup. merci. Alors, Fanny, passons à la caisse d'allocation familiale et à la fameuse page. Oui, donc moi je vais vous parler de la page. Donc la page, c'est la prestation d'accueil du jeune enfant. Ça va regrouper plusieurs prestations. Donc la prime à la naissance, l'allocation de base, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui est anciennement le congé parental pour le coup, et le complément libre choix de mode de garde. Donc ça va être l'aide pour le mode de garde. Donc vous allez être concerné vraiment par ces différentes prestations. Il y en a d'autres que je vais parler plus tard. Là, je vais commencer déjà à vous parler par la prime à la naissance. Donc, pour pouvoir bénéficier de la prime à la naissance, il faut déjà envoyer sa déclaration de grossesse à la CAF pour nous informer en fait que vous êtes enceinte et du coup également créer son compte CAF si vous n'en avez pas déjà un. C'est vraiment important en fait afin que nous on puisse calculer la prime à la naissance en fonction de votre situation professionnelle et familiale. Faut savoir que, par exemple, pour calculer la prime à la naissance 2025, nous, on va se baser sur vos ressources 2023. Là, pour les prestations de la page, la CAF se base effectivement sur les ressources d'il y a 2 ans. La prime à la naissance est versée au 7e mois de grossesse. Elle est versée pour chaque enfant. Donc, si par exemple, on a une grossesse multiple, il va y avoir 2 primes à la naissance. Et le montant, du coup, a été réactualisé là au 1er avril 2025 et le montant est de 1 084,43 €. Après, vous retrouvez sur le tableau effectivement les barèmes, suivant si on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ce n'est pas les mêmes barèmes de ressources. Et également, si on est un couple ou une personne seule, un couple avec un revenu d'activité ou 2 revenus d'activité, on prend en compte bien évidemment les revenus 2023. Donc là, vous pouvez retrouver le détail des barèmes que vous pouvez retrouver également sur le site de la CAF. Oui, et puis vous aurez le support de toute façon en fin de webinaire, on vous le fera parvenir. En termes de mode de garde. Alors effectivement, il existe plusieurs modes de garde. Donc pendant la grossesse, c'est souvent la préoccupation qui arrive très vite chez les futurs parents. Vous vous interrogez souvent sur le mode de garde. Est-ce que je vais prendre plutôt une assistante maternelle, une garde à domicile, une micro-crèche ou encore une crèche? Des fois, c'est pas facile en fait de se repérer pour savoir quel mode de garde va répondre à nos besoins. Il faut savoir que vous pouvez vous rapprocher auprès du relais petite enfance. C'est un service qui est gratuit, qui est à proximité de chez vous et justement qui est fait pour ça. Il est à destination des parents et des futurs parents et vous pouvez retrouver les différents coordonnées en fonction de votre lieu d'habitation sur le site monenfant.fr. Et du coup, effectivement, ce relais petit enfant en fait, va pouvoir vous orienter en fonction de vos besoins particulièrement. Il faut savoir aussi que quel que soit votre mode de garde, tous les parents sont aidés financièrement en fonction de leur plafond de revenus. Et soit l'aide vous est versée directement, soit l'aide est versée à la structure, notamment par exemple pour les crèches. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après quand on fera une fois que l'enfant est né. Effectivement, on a terminé la partie sur l'avant-naissance. Dimitri, est-ce qu'on a quelques petites questions ou pas? Sinon, on passe rapidement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, de la personne de la coqueluche ou de la pharmacie disait qu'il ne s'agissait pas uniquement du vaccin de la coqueluche. Comment... C'est vrai. En fait, en France, on n'a pas de vaccin exclusivement coqueluche. On a des vaccins où on va aller immuniser les gens contre plusieurs maladies. À l'heure actuelle, pour vacciner la femme enceinte, on utilise Boostrix ou Repevax.
et on va y permettre de lutter contre la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche. On ne peut pas avoir un vaccin que pour la coqueluche. Après, toutes les études ont été réalisées pour garantir la sécurité des patients. C'est des vaccins qui ne sont pas actifs, donc il n'y a aucun risque pour la grossesse. Et du coup, je vous invite vraiment, si c'est une question qui vous préoccupe, à télécharger sur le site du ministère de la Santé. Il y a un PDF qui est accessible sur Google, vaccination des femmes enceintes contre la coqueluche, questions-réponses à destination du public, et vous aurez toutes les infos. Et j'ai vu une autre question passer sur l'entourage qui doit être vacciné. Oui, ça peut être les grands-parents, ça peut être les amis proches, les gens qui habitent dans la maison. Et donc, j'ai regardé pendant que mes collègues parlaient, c'est pris en charge pour les personnes à proximité de la femme enceinte à 65% par l'assurance maladie et le reste est pris en charge par la mutuelle si on en a une. Voilà. Puis pour la femme enceinte, c'est pareil et à partir du 6e mois à 100%. Ok. D'autres questions et on passe très vite parce qu'il y a encore pas mal d'informations. Donc, c'est plus pour la CAF. Concernant les ressources prises en compte pour la prime à la naissance, prenez les salaires, mais prenez-vous aussi les revenus fonciers. Oui, on prend toutes sortes de revenus faits par rapport à la déclaration d'impôt, en fait. On va vraiment se fier par rapport aux revenus qui sont retenus au niveau du service des finances publiques. Et dernière question, suite à l'envoi des ressources à la CAF, une réponse de votre part a-t-elle lieu automatiquement ou Alors oui, après, suivant nos délais de traitement également, mais effectivement, sur votre compte CAF, quand vous serez au 7e mois de grossesse, vous verrez si vous avez un droit ou non à la prime à la naissance. Si vraiment vous n'avez pas de droit en fonction de votre plafond de ressources, ce sera marqué ressources supérieures au plafond. très bien. Après, Ok, eh bien, on va continuer sur la naissance de bébé. Fanny, on déclare la naissance de son enfant. Tout à fait. Donc déjà, la première étape, ça va être de déclarer la naissance, soit en mairie, soit auprès du service d'état civil, qui souvent se trouve au sein de la maternité. Ça, lorsque vous serez à la maternité, vous serez orienté par rapport à ça. Après, votre première démarche administrative à faire suite à la naissance, ça va être de déclarer la naissance de votre enfant auprès des différents organismes, tels que la CAF et également la CPAM. Pour la CAF, la déclaration de naissance peut se faire en ligne, sur mon espace Mon compte ou par courrier. Mais c'est vrai que le plus rapide et le plus simple, c'est de le faire directement en ligne. Le fait de déclarer votre naissance, ça va automatiquement générer une étude de vos droits CAF, notamment l'étude de l'allocation de base, j'y reviendrai tout de suite, des allocations familiales et des autres prestations également que vous avez déjà sur votre dossier et qui seront revalorisées en fonction de la nouvelle naissance de bébé. Pour recevoir du coup une aide adaptée, c'est vrai qu'il faut toujours avoir son compte CAF bien à jour, sa situation professionnelle et également sa situation familiale. C'est pour ça qu'il est important vraiment de signaler tout changement auprès des différents organismes. Donc moi, je vous ai présenté le côté CAF. Maintenant, je vais laisser Chloé aborder le côté CPAM. Eh bien, à la CPAM, c'est la même chose. Il faut que vous fassiez votre déclaration de naissance. Vous pouvez la faire sur papier, mais je vous recommande fortement de la faire sur votre compte Amélie. Vous pouvez le faire soit sur votre compte Amélie sur un ordinateur, soit sur l'application Mon compte Amélie sur un smartphone ou sur une tablette. C'est très simple. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez demander une aide auprès de la CPAM, mais vraiment, c'est très simple. Vous n'avez même plus besoin de télécharger l'acte de naissance, il redescend automatiquement par l'administration. Alors Cynthia, maintenant, que se passe-t-il en termes de suivi médical après la naissance? Oui, donc le suivi à domicile par une sage-femme pour vous et votre bébé à la sortie de la maternité jusqu'au 2e jour qui suit la naissance. Si vous en exprimez le besoin et quel que soit le moment, euh, vous pouvez donc en bénéficier. À savoir quand même qu'une patiente qui est suivie à l'hôpital exclusivement dès le début de la grossesse ou par un gynécologue ou un médecin et qui n'a donc pas de sage-femme libérale, il est vivement recommandé de contacter une sage-femme à proximité pour qu'elle puisse quand même vous connaître avant l'accouchement et qu'elle vienne plus facilement chez vous après la naissance. Et même pour vous, c'est quand même plus intéressant de connaître le professionnel qui viendra vous voir en sortie de maternité. Donc, si vous êtes suivi par un médecin ou un gynécologue ou à l'hôpital, n'hésitez pas à appeler une sage-femme libérale à proximité de votre domicile pour lui dire, voilà, je suis enceinte et potentiellement, votre passage me rassurera au retour de la maternité et elle vous connaîtra. Ensuite, vous pouvez avoir 2 séances de suivi post-natal, toujours avec une sage-femme, en cas de besoin. Elles sont l'occasion d'exprimer les difficultés, baby blues, tristesse, vos questions sur l'allaitement, les soins apportés à votre bébé. Ces 2 rendez-vous sont pris en charge à 100% jusqu'au 2e jour après l'accouchement.
Ensuite, vous avez l'entretien postnatal obligatoire. C'est depuis le 1er juillet 2022. Il se réalise entre la 4e et la 8e semaine qui suit l'accouchement et il peut être réalisé par un médecin ou par une sage-femme. C'est un peu le calque de l'entretien prénatal précoce en version postnatale. On va pouvoir vraiment refaire le point sur l'accouchement, sur tout ce qui s'est passé le mois depuis que vous avez accouché, et puis répondre à toutes vos interrogations, voir comment vous êtes émotionnellement. Cet entretien, il permet de dépister la dépression du postpartum qui est quand même très fréquente en France à hauteur de 20%, donc une femme sur 5, donc à ne pas négliger. Il peut être fait en PMI également et vous pouvez solliciter une de mes collègues ou moi-même si vous le souhaitez après l'accouchement. Vous avez également un examen médical postnatal qui est obligatoirement réalisé par un médecin ou une sage-femme qui, lui, se réalise dans les 8 semaines. Il peut être fait en libéral, en PMI ou à l'hôpital. En général, c'est le professionnel qui a suivi la grossesse d'un point de vue médical qui le réalise. Et puis ensuite, vous avez en maternité des séances de rééducation périnéale et abdominale qui sont prescrits et donc qui sont assurés par une sage-femme ou un masseur kinésithérapeute. Et là encore, c'est une prise en charge à 100%. Et qu'en est-il de la santé du bébé? Dès sa naissance et tout au long de son enfance, votre bébé bénéficie d'un suivi médical continu qui peut être effectué par un pédiatre, un médecin généraliste, en libéral ou en PMI. Dans ce suivi, vous avez les examens pratiqués dès sa naissance par l'équipe médicale de la maternité, un dépistage néonatal à la maternité de certaines maladies et également un test auditif qui est fait pendant votre séjour à la maternité. Et puis, il y a 20 examens jusqu'aux 16 ans de votre enfant qui sont obligatoires, qui sont pris en charge à 100%. Et le premier examen a lieu dans les 8 premiers jours de vie. Alors, habituellement, il est réalisé à la maternité par un pédiatre avant votre sortie. Ensuite, vous avez les vaccinations obligatoires et recommandées pour l'enfant. Et là, les premières vaccinations commencent aux 2 mois de l'enfant. Vous avez un calendrier du suivi médical qui est envoyé dès la déclaration de naissance. Vous pouvez le retrouver sur le portail du suivi médical de l'enfant sur votre compte Amélie. Merci Fanny. Parlons maintenant de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de base. Effectivement, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc on a parlé de la prime à la naissance, maintenant on va passer à l'allocation de base. Donc avec l'arrivée de votre enfant, vous allez être concerné par l'allocation de base. Il faut savoir que l'allocation de base, donc c'est une allocation qui est versée tous les mois et elle permet en fait de vous aider à assurer les dépenses qui sont liées à l'éducation de votre enfant qui a moins de 3 ans. Un seul droit peut être ouvert par famille. Si par exemple vous avez 2 enfants de moins de 3 ans, seulement votre dernier enfant qui viendra de naître aura le droit. Sauf en cas de naissance multiple, si par exemple c'est des jumeaux ou des triplés. Le droit s'ouvre le mois qui suit la naissance. Donc si par exemple votre enfant naît là au mois d'avril, votre droit s'ouvrira au mois de mai, payé le 5 juin. Donc on paye bien nos prestations, nous, à terme échu. Donc l'allocation de base, du coup, elle est soumise à condition de ressources. On se base toujours sur les plafonds donc d'il y a 2 ans, donc toujours les plafonds de ressources 2023 pour calculer les droits 2025. Et elle est étudiée donc jusqu'au mois qui précède les 3 ans de votre enfant. Donc chaque année, on réétudiera en fonction de l'année d'il y a 2 ans. On peut avoir 2 sortes d'allocations de base. Soit on a l'allocation de base à taux plein, soit à taux partiel. Donc vous retrouvez à gauche les plafonds à taux plein. Donc pour les plafonds de ressources à taux plein, si on y a le droit, c'est-à-dire qu'on a un montant mensuel de 196,60 €. Et si on a le droit à taux partiel, c'est-à-dire qu'on dépasse un petit peu le plafond à taux plein, et du coup, on peut avoir le droit à taux partiel, toujours dans la limite, par exemple, des plafonds. Et là, du coup, on a le droit à la moitié, 98,30 €. Et si vraiment on est au-dessus des plafonds d'allocation de base à taux partiel, bah, du coup, il y a rien. Il n'y a pas de montant entre les deux. Et chaque mois de janvier, c'est réévalué en fonction de la nouvelle année. Alors, parlons maintenant du congé parental. Effectivement, donc avant ça s'appelait congé parental, maintenant ça s'appelle prépare, prestation partagée de l'éducation de l'enfant. Et du coup, donc cette prestation, en fait, quand bébé arrive, l'intérêt pour l'enfant et les parents, souvent, c'est de passer le maximum de temps ensemble. Donc, il y a bien sûr le congé maternité, le congé paternité, qui permettent de passer du temps avec votre bébé. Mais si vous souhaitez prolonger ce moment-là, il existe effectivement la prépare.
Donc, du coup, la prépare. Donc, pour les salariés, le congé est ouvert à tous les salariés qui ont minimum 1 an d'ancienneté. En fait, pour avoir le droit, effectivement, votre employeur va vous demander 1 an d'ancienneté. C'est pas quelque chose qui est automatique, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez formuler la demande auprès de votre employeur minimum 1 mois avant la date de la reprise et auprès de la CAF, il y a également un formulaire à remplir. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devez suspendre votre recherche d'emploi durant cette période parce qu'effectivement, vous vous arrêtez de travailler en fait pour vous occuper de bébé, donc vous ne pouvez pas en même temps être en recherche d'emploi. Du coup, le versement des allocations chômage va être suspendu pendant cette période-là et reprendra par la suite. Si vous êtes également travailleur indépendant, vous pouvez également y avoir le droit aussi sous condition de certaines règles. Il faut savoir que le droit au congé parental, c'est le même pour les deux parents. Toutes les solutions peuvent être envisagées afin de permettre à chaque parent de profiter des premiers mois de la vie de son enfant. Par exemple, seulement un des parents peut cesser son activité, les deux parents peuvent réduire leur activité, et du coup, c'est à ce moment-là que nous, on va verser la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus en détail. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas du tout un versement automatique, il faut faire la demande. Pour un premier enfant, on va avoir une durée de 6 mois à prendre dans la limite des 1 an de l'enfant. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez bénéficier de cette aide, vous avez le droit à 6 mois avant le premier anniversaire de votre enfant. Et du coup, pour un deuxième ou un troisième enfant, on a le droit à 24 mois moins les mois de congé maternité. Donc, souvent, ça fait, suivant si c'est le deuxième ou troisième enfant, ça peut faire réellement 20-21 mois réels de droit. Du coup, il faut faire attention parce que le congé parental donc, relève de la législation du travail. Donc, c'est plus comme avant, on n'a plus le droit jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est un système de compteur. Donc, si par exemple, on a un compteur de 20 mois, et bien du coup, quand nos 20 mois sont épuisés, on n'a plus d'aide financière de la CAF. Vous avez le droit dans la loi du travail d'aller jusqu'aux 3 ans de votre enfant. Mais par exemple, au-delà des 20 mois, vous ne serez plus indemnisé par la CAF. Donc, il faut savoir que donc, il y a différents montants. Donc, soit on peut cesser totalement son activité. Donc, si vous cessez totalement votre activité, du coup, le congé prépare est de 456,05 € par mois. Après, vous pouvez également travailler à 10%, 20%, jusqu'à 50%. Si vous travaillez jusqu'à 50%, vous pouvez prétendre à 294,81 € par mois. Et si vous travaillez entre 50 et 80%, vous aurez le droit à 170,07 € par mois. Il faut savoir que le montant est fixe, quelle que soit sa rémunération. Une personne qui a un salaire à 3 000 € et une personne qui va avoir un salaire à 1 500 €, nous, le montant qu'on va verser va être le même. Ça ne dépend pas de la perte de revenus. Il faut savoir également que la règle pour il n'y a pas de souci. Il faut savoir la petite règle pour bénéficier de la prépare. Il faut avoir quand même cotisé 8 trimestres de cotisation vieillesse dans les dernières années. Et on conseille beaucoup de prendre rendez-vous parce qu'il y a des règles en fonction des dates, etc. à privilégier. Donc, on conseille beaucoup de prendre rendez-vous si vous souhaitez bénéficier de cette prestation. Et le complément de libre choix du mode de garde. Voilà, donc là, le CMG. Donc là, le CMG, donc c'est le complément libre choix du mode de garde. Ça va concerner la garde de votre enfant. Donc du coup, elle est versée donc quand on a un enfant qui est gardé soit par une assistante maternelle, soit une garde à domicile, soit une micro-crèche. Le montant va varier en fonction du mode de garde que vous allez choisir, mais également en fonction de vos ressources. Pour calculer l'aide 2025, ce sera comme pour les autres prestations, on va se baser sur vos ressources 2023. Ça dépend également de l'âge de l'enfant. On a un barème 0-3 ans et après un barème 3-6 ans. Comment faire la demande de CMG? Donc déjà, il faut savoir que vous faites la demande de CMG sur le site de la CAF et cette demande va informer Page Emploi. Page Emploi, en fait, c'est eux après qui vont fournir votre numéro employeur. Ce numéro employeur vous permettra de faire vos déclarations de salaire de votre assistante maternelle si vous choisissez ce mode de garde-là. Il faut savoir également que par contre, si on est en prépare taux plein, donc si on s'arrête totalement de travailler, qu'on bénéficie de la prépare, on ne peut pas cumuler avec l'aide du CMG. D'accord? Parce que l'aide du CMG, c'est vraiment pour aider à financer le mode de garde de bébé. Au niveau de la CAF Vendée, on a également l'aide aux horaires atypiques. Ça va concerner notamment les parents qui vont avoir des horaires de travail spécifiques, par exemple les 2-8, le week-end, les professions médicales, etc. Et du coup, donc là, il y a une aide bien spécifique en CAF Vendée. Il ne faut pas hésiter de vous rapprocher auprès de notre organisme pour avoir plus d'informations.
Vous allez pouvoir retrouver de toute façon toutes les informations là que je vous dis sur le site de la CAF dans l'aide J'attends mon enfant. Les autres aides, donc c'est les allocations familiales et puis le RSA et la prime d'activité. C'est ça. Donc effectivement, donc les allocations familiales. Donc là, on peut en prétendre également sous condition de ressources à compter du deuxième enfant. Les allocations familiales n'existent pas pour un enfant. Ça va vraiment s'ouvrir à compter du deuxième enfant sous condition de ressources. Vous pouvez aller regarder, il y a les plafonds de ressources qui sont en ligne sur le site de la CAF. Par exemple, à compter du 1er avril 2025, pour deux enfants, les allocations familiales sont d'un montant de 151,05 € et pour trois enfants, 344,56 €. Et ces allocations familiales, on peut les percevoir jusqu'aux 20 ans de l'enfant tant qu'il ne travaille pas. Après, si effectivement il est en apprentissage, par exemple à 16 ans, il y aura des plafonds en fonction des ressources qu'il peut percevoir. Après, donc le RSA ou la prime d'activité, donc si vous êtes bénéficiaire du RSA, il va être recalculé en fonction de la naissance de bébé et également pour la prime d'activité. Les montants de la prime d'activité, donc la prime d'activité, c'est une prestation de complément de salaire pour les gens qui ont des revenus d'activité. Donc, il ne faut pas hésiter à faire la demande ou au moins déjà faire une simulation sur le site de la CAF parce que les montants varient quand on a un enfant à charge, deux enfants ou trois enfants. En fonction de la naissance, ça peut changer en fait vos droits. Ok. On va faire un petit récap des outils et puis des sites utiles et après on répondra aux questions en fin de webinaire. Juste pour information, vous avez un mémo qui a été créé par la CAF et l'assurance maladie qui s'appelle le mémo grossesse. Normalement, il a dû vous être envoyé par email si vous avez fait votre déclaration de grossesse après début février. Mais si jamais vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le retrouver soit sur le site de la CAF.fr, soit sur le site amélie.fr. Vous avez ensuite beaucoup d'informations sur le site internet amélie.fr. On vous a mis là un petit mode d'emploi pour accéder aux informations parce que ce n'est pas toujours évident. Le site Amélie est très dense. Donc, vous aurez la présentation et comme ça, vous saurez où aller. Il faut aller dans la partie parentalité et couple et vous allez avoir plein d'informations sur la naissance, l'accouchement, les suivis médicaux, les démarches, etc. Et puis un autre, donc ça c'est amélie.fr, c'est-à-dire que c'est un site qui est accessible à tous. Et puis après, vous avez votre espace à vous qui est disponible sur votre compte Amélie. Alors, c'est un espace qui n'est disponible aujourd'hui, pour l'instant, que sur un ordinateur. Ça n'est pas disponible sur l'application. Mais sur un ordinateur, on vous invite très sincèrement à aller activer votre espace J'attends un enfant. Vous aurez là aussi le mode d'emploi. C'est dans la partie prévention. Il faut cliquer sur prévention. Mon espace prévention, j'attends un enfant. Il y a une mine d'informations sur cet espace-là qui est adapté à vos dates. Vous retrouvez notamment vos dates de congé maternité et puis vous avez des informations qui sont liées à chaque mois de votre grossesse, à chaque situation, à chaque démarche que vous avez à faire au fur et à mesure de l'avancée de votre grossesse. Vous avez aussi plein d'informations dans la rubrique Bien vivre ma grossesse. C'est un espace qui après se transforme en la santé de mon enfant à partir de la naissance de l'enfant et qui va vous donner également une mine d'informations sur notamment l'ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires de vos enfants, les bons de prise en charge pour les examens bucco-dentaires qui sont pris en charge à partir du 1er avril de cette année, tous les ans, des 3 aux 24 ans de vos enfants. Donc, n'hésitez pas à aller sur cet outil-là qui est vraiment bien fait. Par ailleurs, au niveau de la CAF, Donc effectivement, sur le site de la CAF, vous allez retrouver plein d'informations également. Par exemple, en dessous des actualités, il va y avoir un pavé Comment la CAF peut vous aider. Il y aura différentes rubriques, vie personnelle, vie professionnelle, logement, handicap, accident de la vie. Dans la rubrique vie personnelle, il y a un onglet grossesse. Et là, la CAF va présenter les différentes démarches à réaliser quand on attend un enfant. Dans le bandeau en haut, en cliquant sur Aide, vous allez avoir trois rubriques qui vont vous être proposées. Ma situation, mes droits et prestations et mes démarches. Par exemple, dans mes démarches, vous pouvez faire des simulations en fonction de votre situation. Vous pouvez également accéder à votre compte CAF à partir donc soit du site CAF FR, soit de l'appli Mon compte qui est également proposé.
Ça vous donne la possibilité de pouvoir gérer tous vos dossiers en quelques clics, consulter vos paiements, télécharger des attestations et vérifier que votre dossier soit mis à jour au fur et à mesure. Et puis, il y a d'autres sites et applications, locales ou non d'ailleurs. Effectivement, donc on a le site monenfant.fr, donc comme on vous a parlé tout à l'heure. Donc ça va vous proposer différentes informations sur les modes de garde et aussi beaucoup d'informations pour les parents. On va avoir également le site Être parent 85. Donc là, c'est vraiment un site internet qui va être ressource pour les parents vendéens. Ça va présenter tous les événements qui sont organisés en Vendée avec les différents partenaires sous forme d'un agenda. Le site également, les 1000 premiers jours, c'est un livret qui va être automatiquement envoyé aux futurs parents suite à la déclaration de grossesse. Ça va aborder de nombreux sujets sur l'alimentation de l'enfant, le développement, la vie de couple quand on devient parent et également la vie de famille après la naissance. Ce site va aussi vous permettre du coup de trouver des réponses et de vous éclairer sur vos différents choix. Donc sur le site Être parent 85, là, vous allez vraiment pouvoir retrouver tous les services et les différentes structures qui vont vous accompagner vraiment en Vendée en tant que parent. Par exemple, je peux vous parler de deux exemples. On a le lieu d'accueil enfants-parents. Donc c'est un espace qui est convivial, qui accueille tous les enfants de moins de 6 ans avec leurs parents ou un autre adulte, par exemple un papy, une mamie. C'est un espace de jeu et de discussion. Ça va être un lieu de rencontre pour les enfants, mais également pour les parents. Il y a des personnes qui vont vous accueillir, qui sont formées, qui vont vous être à l'écoute avec vous. L'entrée, c'est libre, sans inscription, et c'est gratuit la majorité du temps. Donc, il ne faut pas hésiter à vous connecter sur le site aideparent.fr, aideparent85, pour connaître le lieu le plus proche de chez vous. Il faut savoir également qu'il y a l'aide à domicile. Donc, l'aide à domicile, c'est sous condition de ressources, mais effectivement, la CAF peut prendre en charge une partie du coût des interventions d'aide à domicile, par exemple la DMR. Et les mutuelles aussi, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre mutuelle parce que les mutuelles ont également des prises en charge à ce niveau-là. Alors, Dimitri, est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur mon espace santé? Tout à fait. On a vu la partie information et démarches avec Amélie.fr et mon compte Amélie. Là, nous allons voir la partie données de santé proposée par l'assurance maladie. Alors, mon espace santé, c'est quoi? C'est simplement un carnet de santé numérique et celui de vos enfants qui vont acteurs de votre santé. Il est disponible gratuitement via un site ou sur l'application mobile. C'est un espace qu'on appelle un espace de confiance pour stocker ces données de santé et les partager avec les professionnels de santé de façon sécurisée, surtout ceux qui nous prennent en charge. L'idée est de simplifier votre parcours de santé tout au long de votre vie. Alors, je vais vous parler plutôt des rubriques en rouge et de la messagerie. Euh, la rubrique la plus importante, c'est celui qui, en rouge, le dossier médical pour un suivi sécurisé et centralisé et coordonné. Vous allez recevoir les comptes rendus de consultation, d'échographie, qui sont alimentés par les professionnels que vous avez pu voir, et toute l'équipe de soins, sage-femme, laboratoire, obstétricien. Vous avez également un profil médical qui permet de mettre en place les antécédents médicaux, vos vaccinations, allergies et les traitements que vous avez, importants en cas d'urgence ou même tout simplement si vous devez voir un professionnel de santé qui n'est pas dans votre région, vous avez tout votre dossier médical à portée de main partout, tout le temps. Vous pouvez également, grâce à mon espace santé, avoir une messagerie qui est sécurisée pour recevoir en toute sécurité, du coup, des informations personnelles ou des recommandations en provenance de l'équipe de soins. C'est à l'initiative du professionnel de santé. Une fois qu'il vous envoie un message, vous pouvez échanger avec lui. Il mettra fin à tout moment, mais l'idée, c'est d'avoir l'opportunité d'échanger sur des informations importantes et certainement des recommandations et des protocoles de soins pour vous aider dans votre parcours de soins. Il y a également un agenda pour mettre tous vos rendez-vous médicaux, pédiatre, vaccination, échographie, et un catalogue de services. C'est un catalogue qui trace toutes les applications ou les sites, des sites généralement qu'on a aussi vus auparavant dans les slides avant, qui va vous permettre d'accompagner vous et votre famille dans son suivi de santé. Par exemple, on a un site qui s'appelle Malo qui accompagne la santé du tout petit au plus grand. Donc, je vous invite à pouvoir activer cet espace. Tout le monde en a un de créé. Il n'est pas activé pour tout le monde. L'activation permet à la fois de voir des documents et d'intégrer des personnes de confiance, mais aussi les données comme les allergies et antécédents.
Ok, on vous recommande fortement d'activer ce compte, surtout avec les vacances qui arrivent ou les ponts. Si vous partez par exemple en vacances et que vous n'emmenez pas votre dossier qui pèse 10 kilos avec vous au terme, enfin pour votre suivi de grossesse, eh bien les professionnels de santé ont accès à tout moment à l'ensemble des documents qui ont été postés sur mon espace santé. C'est également en cas d'urgence, hein, si je ne me trompe Tout à pas, fait. Dimitri, s'il y a une urgence vitale eh bien, les Les professionnels, le SAMU ouais. peuvent avoir accès aux informations citées qui sont importantes dans un parcours de soins et surtout pour prodiguer les bons soins au bon moment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller, il y a pas mal d'informations sur Internet, mais c'est vraiment un super outil et on le répète, qui est très sécurisé. Il y a également un accueil personnalisé à la CAF. Effectivement, donc la CAF propose un accueil personnalisé autour de la naissance. Donc, il faut savoir qu'en Vendée, donc il y a l'accueil à La Roche-sur-Yon et des accueils délocalisés au niveau du territoire. Vous pouvez retrouver les agences sur le site de la CAF. Donc, si vous avez besoin d'un accueil personnalisé, nous, on vous invite fortement à prendre rendez-vous avec le service prestation. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site de la CAF et du coup, on pourra vous recevoir soit par téléphone, soit en accueil physique afin vraiment d'étudier vos droits en fonction de votre situation. Il faut savoir également que la CAF a une attention toute particulière pour les familles avec enfants à charge qui vivent un changement important. Par exemple, une séparation, un décès, la situation de handicap ou par exemple la maladie d'un enfant. Pour toutes ces familles, il y a un travailleur social qui va être mis à disposition. Donc, on va vous proposer de vous le rencontrer. Après, ce sera à votre choix. Et en fonction du coup des besoins de la famille, on peut aborder différents thèmes comme l'organisation du quotidien, les différentes démarches à réaliser, la place et le rôle du parent et également la conciliation vie professionnelle, vie familiale, notamment par rapport aux droits prépa. Et alors, lorsqu'on attend son premier enfant, comment la CAF accompagne? Alors, il faut savoir déjà que les prestations qui sont versées par la CAF sont définies au niveau national. Effectivement, les prestations vont être les mêmes qu'on habite dans un département ou dans un autre. Par contre, chaque CAF peut développer des aides locales et des services spécifiques. Pour connaître ce qui est proposé vraiment en CAF Vendée, vous pouvez aller sur le site de la CAF. On va vous demander d'indiquer votre code postal et en cliquant du coup sur Ma CAF dans le bandeau, vous allez avoir toutes les actualités et les aides spécifiques à la CAF Vendée. Dans l'onglet Vie professionnelle, vous verrez un focus sur J'attends mon enfant. Et du coup, là, vous pourrez prendre connaissance de toutes les aides locales de la Vendée. Justement, en fait, sur cet espace-là, on retrouve ce flyer que vous aurez aussi également dans le support qu'on va vous communiquer, où effectivement, vous pouvez scanner les QR codes et retrouver ben, tout ce qu'on vient de vous dire finalement, plus un replay du live qui va être mis à jour incessamment sous peu. Je pense qu'on a pas mal avancé, on a même terminé. On va prendre quelques questions. Alors, je vous rappelle que malheureusement, on ne peut pas répondre à des questions d'ordre personnel ou trop spécifique, vraiment n'hésitez pas à prendre des rendez-vous personnalisés au niveau de la CAF sur caf.fr ou au 3230. Au niveau de l'assurance maladie, soit sur votre compte Amélie, vous avez une petite rubrique prendre un rendez-vous téléphonique qui vous permettra ensuite, si vous en avez besoin, de prendre un rendez-vous physique en accueil ou bien en vous déplaçant directement en accueil. Vous pouvez également appeler le 36 46, qui est le numéro de la plateforme téléphonique. Mais le plus simple, le plus efficace, c'est vraiment de prendre un rendez-vous téléphonique sur votre espace Amélie, vous choisissez votre heure et c'est la CPAM qui vous rappelle et qui traite votre dossier. Alors Dimitri, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on peut essayer de répondre? Tout à fait. On reprend pas mal de questions. Il y a une question qui, je pense, qui a déjà pu être, où il y a une réponse, c'est sur le papa qui a son compte pour le congé parental. Il me semble qu'effectivement, il peut bénéficier. Donc celle-ci, Non, ça c'était paternité, mais Ah, c'est congé parental. Ouais, parental, effectivement, il peut en bénéficier, que ce soit à taux plein ou au taux partiel, s'il a bien cotisé ses 8 trimestres de cotisation vieillesse. Alors, on a une question toujours pour la CAF concernant la prime à la naissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est pas loin du plafond? Si on dépasse un petit peu le plafond,
Tout à fait. Si on est à peine au-dessus, Eh ben, malheureusement, il n'y a pas de demi-prime à la naissance qui existe. Si on dépasse un petit peu le plafond, il n'y aura pas de droit à la prime à la naissance. une question aussi sur le délai pour déclarer la naissance à la CAF ou sur Amélie. Est-ce qu'il y a un délai mon enfant est né, j'ai pas eu le temps de faire ces déclarations. Alors, le plus tôt, le mieux, notamment on en a parlé avec Cynthia, ben, l'ensemble des rendez-vous médicaux qui sont pris en charge pour l'enfant. Vous allez très vite être heurté au fait que l'enfant n'est pas sur la carte vitale si vous allez voir le pédiatre et si vous n'avez pas fait votre déclaration de naissance. Donc, le plus vite, le mieux, que ce soit pour la CAF ou pour la CPAM. Après, si vous ne l'avez pas fait, voilà, il est toujours temps de le faire au moment où vous vous rendez compte que ça n'a pas été fait. Mais pour info, c'est vraiment très très simple à faire, soit sur l'application, soit sur le compte Amélie. Au pire, sinon sur papier, si vous n'avez pas de compte Amélie. Et autre question, c'est sur la page. Est-ce que c'est un soutien financier par mois? Si. Tout à fait. Alors, l'allocation de base, effectivement, c'est une prestation qui est versée tous les mois, sous condition de ressources, jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Le CMG, c'est pareil, c'est en fonction du mode de garde et des heures, en fait, qui seront déclarées à la crèche ou à l'assistante maternelle. Et la prépare, ça va être versé également tous les mois, bien évidemment, si vous remplissez les conditions et dans la limite, comme je vous expliquais tout à l'heure, de votre compteur, 6 mois pour un premier enfant et 24 mois moins les mois de congé maternité pour un deuxième ou troisième. Il y a encore plein de questions pour la CAF. Il y en a une plus globale sur l'idée qu'il y a avec les modifications de la loi de travail. Quel impact? Est-ce que on peut s'attendre à des changements sur les barèmes ou est-ce que ces barèmes-là sont assez pérennes, en tout cas pour cette année? Alors, pour l'instant, les barèmes pour cette année, là, ont été réévalués au 1er avril, donc ils ne vont pas changer pour cette année. Par contre, effectivement, il risque cette année d'avoir des modifications au niveau du CMG qui sont dans les tuyaux, mais pour l'instant, rien d'officiel. Alors, désolé toujours pour toi. Une question qui revient, c'est sur si je prends un 80%, même si c'est pas un cas spécifique parce qu'il y a une autre personne qui dit exactement la même chose, donc pour les deux, on peut bénéficier du prépare et du CMG également. Tout à fait. En fait, le CMG n'est pas cumulable juste si on a la prépare taux plein, c'est-à-dire vraiment si on ne s'occupe pas de travailler, vu que la CAF, en fait, elle intervient déjà pour subventionner la prépare taux plein. Du coup, elle ne subventionne pas en plus, en fait, l'aide au mode de garde. Mais pour un 80% ou un 50%, il n'y a aucun souci, on peut cumuler. Typiquement, la question qui était après, dans le cas d'un 80% en tant que salarié, avec le reste de la semaine en mode de garde, quelle aide sera prise en compte si elles ne sont pas cumulables? J'ai pas compris. Alors, dans le cas effectivement de 80% en Ouais. tant que salarié, bien sûr, le reste de la semaine en mode de garde, Oui. quelle aide sera prise en compte si, comme on l'a dit, elles ne sont pas cumulables? Elles sont cumulables, voilà. En fait, elles sont cumulables, sauf si on a la prépare taux plein. Prépare taux plein, c'est vraiment qu'on s'arrête totalement de travailler. Très bien, parfait. À quel moment faut-il faire la demande de CMG sur le site de la CAF? Dès que vous savez le mode de garde, en fait, notamment les crèches, si vous avez un souhait d'aller en crèche, faut vraiment s'y prendre assez tôt, dès que limite que vous savez votre grossesse, parce que les délais sont relativement assez longs et il y a des listes d'attente. Quand vous êtes en crèche, c'est vraiment la crèche qui va s'occuper de tout. Après, au niveau de l'assistante maternelle, c'est pareil, il faut s'y prendre relativement assez tôt. La demande, vous la faites vraiment quand vous savez quel mode de garde vous allez bénéficier. J'ai un 100% CAF. Alors, il en reste pas mal de questions. Euh, Lors d'un congé maternité, est-ce que la prise en charge du salaire est de 100%? Après, j'ai des réponses, mais je préfère que... Alors, le congé maternité, ça va être la CPM. Nous, la CAF, on va être vraiment le congé parental. Donc, je vais laisser ma collègue répondre. Alors, pour le congé maternité, par exemple, pour un salarié, on demande à l'employeur de nous adresser donc les 3 mois civils précédant donc le dernier jour travaillé. Et pour le calcul, on prend donc les 3 mois nets. Et en règle générale, on fait une moyenne. C'est une moyenne en fait. On prend les 3 mois divisé par 91,25 et on verse le montant du net. Et, là, je reviens à la CAF, désolé. Quels documents importants devons-nous amener en cas de prise de rendez-vous avec la CAF pour regarder les meilleures options concernant le choix du mode de garde et autres? Alors, si vous souhaitez déjà avoir une étude, notamment, vous pouvez pour les gardes à domicile, vous pouvez nous envoyer des devis. Comme ça, on pourra vous faire un estimatif. Ça, il n'y a aucun souci.
Après, concernant la demande de CMG, ça se fait directement en ligne. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre rendez-vous. Et si vous voulez, tous les matins, notamment à La Roche-sur-Yon, on est ouvert sans rendez-vous et on peut vous aider à faire vos démarches en ligne sur les ordinateurs avec vous. Hein, question, l'allocation, je pense que c'est la CAF, est-elle recalculée chaque année selon les nouvelles ressources? Effectivement, toutes les allocations sont calculées en fonction des ressources d'il y a 2 ans et chaque mois de janvier, on va les recalculer. Hein, alors, on arrive presque au bout. Je cherche des questions pour la CAF, comme ça on centralise sur tout, et puis après on laisse la parole. Nous avons pas encore la date pour l'entrée à la MAM, vers août 2026. Donc, je pense que c'est pour vous. Peut-on ajuster la prépare si on doit prendre plus que prévu? Oui, il n'y a pas de souci. En fait, la prépare, vous pouvez, si vous ne savez pas, par exemple, au début, vous pouvez prendre que 2 mois, 3 mois, et puis après, vous rendre compte que finalement, vous souhaitez prolonger, il n'y a aucun souci. Toujours dans le délai de prévenir votre employeur 1 mois avant, par contre. Très bien. Moi, j'ai une question pour la prépare. Est-ce qu'on peut rattacher sur les deux cartes vitales des parents, bien que Oui. Oui, au contraire, faites-le. C'est une démarche qui est aussi facile à faire en ligne sur votre compte Amélie. Sinon, il y a le CERFA, donc l'imprimé officiel, qui est facilement téléchargeable. Ça va vraiment vous aider de rattacher votre enfant parce que ça permet d'utiliser la carte vitale ou du papa ou du coparent et de la maman lorsqu'il y a les rendez-vous médicaux. Donc, bien sûr, dès la déclaration de grossesse, de naissance, pardon, il faut le faire sans problème. Si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter l'assurance maladie, on vous accompagnera. j'ai des questions alors qui sont pas spécifiquement S3, après c'est bon. Des visios sont-elles possibles lorsque nous sommes à distance? Alors j'ai du mal à saisir, je pense que c'est sur quel... Nous, on le faisait avant, on ne le fait plus. Il y a soit l'accueil maintenant téléphonique ou l'accueil physique. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même des points dans différents endroits de la Vendée. Il ne faut pas hésiter à consulter la carte sur nos différents sites. Mais je peux répondre aussi sur l'assurance maladie. Effectivement, on n'a pas de rendez-vous en visio, on a des rendez-vous téléphoniques. Si jamais vraiment vous pouvez pas vous déplacer et que vous avez envie en extrême proximité d'avoir des informations, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des France Services qui sont formés en fait par nos organismes, hein, l'assurance maladie ou les allocations familiales, et qui peuvent vous accompagner sur vos démarches. Puis il y a aussi vos professionnels de santé qui peuvent au moins vous orienter si jamais vous avez des questions. Moi, je complète, les sages-femmes de PMI se déplacent à domicile. On reçoit en bureau, mais on fait 50-50. On va aussi très souvent chez les gens quand ça les arrange et qu'ils ont des difficultés de mobilité. Alors, je reprends une petite question. J'ai déposé mon congé pathologique à la CPAM des Sables-d'Olonne directement dans la boîte aux lettres il y a plus d'une semaine. Alors, c'est normal que je pense, hein, Nolwenn, tu vas m'arrêter, mais c'est normal que vous ne voyez pas l'arrêt tout de suite sur votre compte Amélie. Ça prend un certain temps avant d'être traité. Il faut que ce soit scanné, traité et puis réinjecté dans le système. Donc, n'hésitez pas à y retourner régulièrement. De toute façon, vous allez recevoir une petite alerte qui va vous dire, nous avons bien reçu votre arrêt. Voilà, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler le 36 46 pour avoir une confirmation, mais attendez au moins une quinzaine de jours, hein, le temps que ça soit traité, hein, c'est scanné, réinjecté dans les systèmes, donc ça prend un petit peu de temps. Si un arrêt de travail est fait avant le congé maternité, le revenu calculé pour le congé maternité serait donc plus bas que les salaires pris en compte lors de l'arrêt de travail, je pense. Ah oui, alors la question c'est, vous avez un arrêt maladie et ensuite un arrêt, votre congé Ouais. maternité qui suit. De toute façon, nous, on prendra en charge les 3 mois civils précédant le dernier jour travaillé avant l'arrêt maladie. Il n'y a pas de rupture en fait. Donc de toute façon, on prendra, par exemple, si vous êtes en arrêt au mois d'avril et que votre congé maternité est au mois de mai, on prendra les salaires de janvier, février, mars. D'accord. Donc brut, 50% du brut, de la moyenne du brut pour la maladie et 100% du net pour la maternité. Ok, super. Euh, le gouvernement veut modifier. Est-ce que le gouvernement veut modifier l'aide ou la loi du travail ou les deux?
On n'est malheureusement pas dans les petits papiers du gouvernement. Redescendu. Voilà. En tout cas, nous, on n'a pas d'informations officielles. Donc malheureusement, on ne peut pas répondre à cela. Alors je pense, Dimitri, je te repasse ton ordinateur. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. N'hésitez pas de toute façon, hein, encore une fois, si vous avez d'autres questions ou si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur votre dossier, à contacter les services ou de l'assurance maladie ou de la PMI ou des allocations familiales. Et puis, ben voilà, l'ensemble des salariés reste à votre disposition. N'hésitez pas à aller sur les sites d'information, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Voilà, on va mettre fin à ce webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Pour information, vous allez être redirigé vers une toute petite enquête de satisfaction. L'idée, c'est vraiment de savoir si on a répondu à vos besoins. Et à la fin de l'enquête de satisfaction, vous pourrez télécharger le support qu'on vient de vous présenter. Vous aurez également, normalement, d'ici demain ou lundi au plus tard, un email qui vous enverra le lien du replay parce qu'on sait qu'on vous a donné beaucoup d'informations, que c'était très dense, hein. La maternité est vraiment un parcours, il y a beaucoup de démarches, beaucoup d'informations. Donc, si à un moment, vous voulez revoir un passage pour être sûr, eh bien, vous pourrez, il n'y a pas de problème. On vous souhaite une excellente soirée et puis bah, merci d'être venu. Alors, je vois une dernière petite question. Si les modalités changent, sera-t-on contacté par vos services? Euh, alors, mon congé maternité finit en décembre pour la loi. Mais en fait, vraiment, on ne sait pas. On est vraiment dans l'incapacité de vous répondre à ça parce que on a souvent les changements de loi au fur et à mesure qu'ils arrivent et donc on n'est vraiment pas dans les petits papiers aujourd'hui du gouvernement. On ne sait pas vous répondre. Il y aura certainement une information s'il y a une évolution du Le barème. barème, voilà, vous trouverez des informations sur le site de la CAF ou de l'assurance maladie. On se trompe? Non? Tout à fait, c'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt. N'hésitez pas à parler autour de vous de ces webinaires. On va aussi organiser avec la CAF prochainement au mois de novembre un petit forum de la parentalité à Luçon. Voilà, on essaye de développer un petit peu des événements qui peuvent répondre aux besoins des futurs parents et des parents de jeunes enfants. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, à les mettre dans le petit questionnaire qui viennent et puis à en parler autour de vous. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.